Bonjour Bertrand, on est à Marseille aujourd'hui dans les Calanques, dans un lieu qui est très particulier, symbolique pour toi et pour l'expérience que tu as eue avec Henri Germain Delauze. Tout à fait, 19 ans à la Comex. Oui, tout à fait. Déjà, merci à vous. Effectivement, c'est un endroit bien particulier puisque c'est dans les Calanques ici que j'ai commencé ma carrière à Comex en 2000. Dans un cadre un peu particulier puisqu'à l'époque on cherchait l'avion de Saint-Exupéry. On a passé plusieurs années à prospecter, on va dire toute la surface qui couvre de Marseille jusqu'à Cassis, La Ciotat. Et donc c'est ici dans les Calanques qu'on a pu remonter les débris de l'avion de Saint-Exupéry pour expertise. Donc effectivement c'était un moment fort de ma carrière, de mon début de carrière à Comex. Et alors justement, tu as un parcours qui est atypique pour un plongeur de la Comex parce que tu as commencé à plonger à 10 ans déjà. Tout à fait. Ça, c'est pas si atypique que ça, mais tu as fait des études d'océanographie qui après t'ont amené à avoir un stage à la Comex par le biais de l'école. Ça a commencé quand ça? En fait, effectivement, alors déjà, moi j'ai toujours été passionné par la mer, par la plongée, donc c'est ce qui a un peu drainé tout mon cursus scolaire et d'études, même si je n'étais pas originaire du bord de mer, mais c'est peut-être une raison de plus qui a éveillé cette passion et qui l'a renforcée d'année en année. Et donc j'ai commencé par des études d'océanographie et il y a eu un stage qui était proposé effectivement à l'école, qui n'était pas directement lié, en tout cas qui n'est pas un sujet pleinement appliqué dans les travaux en mer, mais bon, j'ai choisi de faire ce stage parce que j'avais vraiment comme mission de rentrer à Comex. C'était vraiment un objectif pour moi et puis à l'issue de ce stage, Henri Germain Delauze m'a fait confiance et m'a recruté pour l'accompagner ensuite sur ces campagnes de recherche d'épaves variées. Et en fait, tu avais un statut particulier parce que ex-ingénieur, enfin, tu n'étais pas vraiment dans le vif du sujet, tu avais plus le côté océanographie. Et en quoi t'apportais ta touche? Quelle était ta différence finalement avec un plongeur qui faisait vraiment du offshore, dans tout ce qui était le pipeline, etc., de la soudure? Toi, tu étais plus sur la recherche d'épaves? Voilà, ouais, moi j'étais plutôt spécialisé dans le génie océanique, avec une formation assez généraliste dans le domaine de l'océanographie et la prospection des fonds marins. Donc j'avais un peu une casquette à la fois de plongeur, mais aussi de technicien océanographe, donc pour mettre en œuvre des outils de prospection, sonar, de piloter les engins sous-marins filoguidés. Et donc de mener, au-delà de simples activités de plongée, de mener un tas d'autres activités à bord des navires. Pour aller un peu la tête pensante de la Comex. Voilà, disons, de pouvoir balayer assez large, et c'est vrai que de pouvoir couvrir sur ces prospections d'épaves où on était finalement sur des petites unités. Chercheuse, pardon. Tête chercheuse. Et voilà, c'est des petites unités, des petits bateaux, donc on est assez pluridisciplinaire. Et c'est comme ça qu'effectivement, dans une même journée, on peut passer d'une phase de recherche à l'aide de sonar, switcher sur une inspection pour faire une notification de target qui a pu être retenu au sonar pour aller voir ce que c'est. Donc on peut passer d'être derrière l'ordinateur, passer derrière une console de pilotage d'engin sous-marin, mettre les bouteilles sur le dos pour aller sous l'eau et éventuellement finir par une plongée en sous-marin. Voilà, ça c'était un peu le quotidien de nos journées quand on était en mer, comme là, dans les Calanques. Et tu as eu la chance d'être relativement proche d'Henri Germain Delauze, puisque tu veillais à sa sécurité lors des plongées. Voilà, c'est ça, effectivement. Ouais. C'est parti sur ces campagnes de recherche ou quand on était en mer. Je l'accompagnais régulièrement sur ses plongées. Lui, il intervenait souvent sur tout ce qui était recherche d'épaves et côté un peu historique, c'était vraiment son leitmotiv. Ouais, c'était vraiment un passionné ouais. de la mer, un passionné de la plongée et un passionné de la recherche d'épaves. Donc on se rejoignait pas mal sur ces aspects. C'est ça, tu l'aidais, tout ce qui était cartographie 3D, c'était vraiment les débuts de tout ça en fait, le début des années 2000. Parce que toi tu as fait 2000-2019, tu as fait quasiment 20 ans à la Comex. Quasiment 20 ans, voilà. Ouais. Avec effectivement des différentes activités pendant ces 20 ans. Une première phase vraiment opérationnelle où là j'avais effectivement une grosse proximité avec Henri Germain Delauze. Sur de nombreuses missions de recherche d'épaves, partout en fait, dans le monde. Voilà, ou d'autres endroits dans le monde, y compris en Indonésie. Et tu peux nous parler de l'Indonésie justement? L'Indonésie, c'était une belle expérience puisque finalement on était sur un des navires de la Comex, donc le Minibex,
qu'on avait embarqué sur un cargo pour l'amener jusqu'à Singapour. Et de là, on était parti pendant plus de 2 mois pour faire la recherche d'épaves autour de récifs isolés en mer de Chine. Donc Henri Germain Deloz avait eu des concessions, c'était sa passion. Et donc on était parti, on était finalement que 2 personnels COMEX plus Henri Germain Deloz. Donc un équipage ensuite mixte avec donc une grande Indonésie. Quand tu parles de grande proximité, il y a un vrai lien fort entre vous deux. Oui, parce qu'effectivement j'ai eu toute sa confiance il m'a poussé à reprendre des études, il m'a poussé aussi à continuer à me former dans la plongée au mélange. Donc ça a été vraiment pour moi quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup de respect et puis je pense il y avait une confiance mutuelle. Donc ouais, c'est vrai que c'était vraiment des années très très particulières dans ma carrière professionnelle. Ah, donc tu as dû vivre des moments forts et puis riches en expérience, parce que de savoir que la COMEX était mondialement reconnue et vous pouviez intervenir dans divers missions. Ça va être fort en souvenir en tout cas. Ah oui, c'est fort en souvenir, c'est très fort en expérience. Le fait aussi de se retrouver en mission, devoir gérer aussi bien la partie recherche à l'aide de tous les moyens acoustiques qu'on pouvait embarquer à bord du navire, les moyens robotiques filoguidés, toute la logistique plongée. Donc tout ça, c'est en étant aussi éloigné, des fois plus de 2 jours de navigation des côtes. Ça forge l'expérience et ça apprend aussi, c'est un peu une école de la vie aussi, hein. On apprend à se débrouiller un petit peu tout seul, éloigné de toute structure ou de toute assistance. Donc, toutes les personnalités de la COMEX, pour en avoir rencontré quelques-unes, ont des vies toutes incroyables les unes des autres. Et d'ailleurs, Henri Germain Deloz, du coup, suite à une mission, t'a confié cette montre. Il y avait une symbolique un peu particulière entre vous deux? Oui, c'est vrai que c'était une époque où moi je repartais, donc où il m'avait d'ailleurs poussé à reprendre également reprendre mes études. Hein. C'était une bonne volonté au départ pour moi de compléter mes connaissances. Il m'a soutenu dans cette démarche. Et puis ça venait en même temps effectivement d'une suite de missions dans lesquelles on a eu plusieurs succès. Et j'ai eu donc l'opportunité et la confiance d'Henri Germain Deloz qu'il a marqué par le fait de me céder cette montre et qui ensuite m'a accompagné sur le reste de ma carrière à COMEX. Ouais, d'accord. Sur les plongées, et ce qui est rare d'ailleurs au passage, ça c'est le côté un peu collectionneur, c'est d'avoir le set complet, d'avoir la boîte, la surboîte, le calendrier, les tables de plongée, le tournevis, etc. Et les papiers, le certificat d'origine Rolex avec le code 119 qui est le code COMEX. Moi je suis plus montre que plongée, mais ça c'est quand même relativement rare. Et d'avoir ce papier, je crois que le lien que vous aviez ensemble, je pense qu'il ne le donnait pas à tout le monde, les papiers. Ça c'est moi qui le dis parce que j'en ai vu plein, mais du coup il y a ce petit truc en plus qui fait que peut-être que tu passais beaucoup de week-ends avec lui aussi pour l'aider le week-end. J'ai plongé avec lui le week-end, effectivement, c'est pour son loisir et pour le mien aussi. C'est vrai que c'était des bons moments, principalement ici, hein, dans les Calanques, vers l'île du Planier, et quelques très très jolis spots de plongée qu'on affectionnait particulièrement. Je te le dis, c'est pas quelque chose de courant d'avoir une Sea Dweller, donc la référence 16600, tu l'as eu je crois en 2006. Voilà, d'accord. Et c'est comme c'est une série U, c'est une série qui est de 97, donc souvent il gardait plein de pièces dans son coffre et puis parfois il en sortait une pour un événement, pour remercier une personne d'une collaboration sur une découverte d'épave. Il aimait bien le côté symbolique de la transmission. Il avait d'ailleurs aussi souligné dans l'autographe qu'il m'avait signé sur le livre autour des recherches de Saint-Exupéry, pour montrer ça. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Il soulignait le fait que j'avais été un des grands océanographes, entre guillemets, acteurs des recherches de l'avion de Saint-Exupéry. C'est vrai que ça a été des années très, très chargées pour lui, en journée de mission en mer assez intense, y compris les week-ends. Et je crois que pour lui, c'était vraiment quelque chose de très important. On connaît tous l'histoire, mais c'est l'histoire du pêcheur qui remonte dans un filet une gourmette avec écrit Antoine de Saint-Exupéry, qui a failli la rejeter dans la mer et au final qui l'a gardée et qui connaissait Henri Germain Deloz. C'était quelque chose de très important pour lui, cette épave. Donc c'était... C'était dans toute cette zone, hein, derrière l'île de Riou. Donc il y a eu
certains débris qui ont été retrouvés en face de Cassis, au pied de l'île de Cassis-Daigne. Et puis au pied là, du Grand Conglu, à côté de l'île de Riou. Tu as dû voir en gros en plus ces émotions quand tu ressors des pièces de cet avion qui est celui de Saint-Exupéry. Ça doit être quelque chose de... Oui, c'est un peu l'aboutissement. Et puis c'est vrai que ça fait quelque chose hein, quand on remonte des morceaux d'un avion avec toute la personnalité d'Antoine de Saint-Exupéry qui se rattache ces débris. C'est vraiment des moments forts. Et puis je dirais comme dans toute recherche d'épave, quand on découvre une épave, j'ai eu la chance de travailler sur des épaves antiques, que ce soit des épaves étrusques, des épaves phéniciennes. C'est quelque chose quand on est sur des sites qui datent du 5e siècle avant Jésus-Christ ou même du 7e siècle avant Jésus-Christ. Quand on arrive sur ces sites-là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Hein, on descend sur des fonds de 60 mètres, 100 mètres, avec ces vestiges-là qui sont disposés sur le fond. C'est quoi tes souvenirs les plus marquants d'être un des premiers, par exemple, à avoir vu une épave qui est restée en place, qui s'est figée dans le temps comme ça? Tu as des souvenirs comme ça qui te reviennent en tête? Je pense que pour moi, effectivement, les épaves, que ce soit l'épave étrusque à Grand Ribot ou l'épave de Gozo à Malte, ce sont vraiment des souvenirs tu peux détailler très forts. Parce que Gozo, donc c'est une épave phénicienne sur laquelle on est allé faire des travaux de photogrammétrie. L'idée, c'est d'arriver à numériser le site en 3 dimensions avant de venir récupérer le matériel. C'est-à-dire que quand les archéologues ensuite vont vouloir récupérer les pièces, et puis en général on travaille couche par couche, c'est-à-dire qu'on va enlever là une couche supérieure, t'as les strates, et puis une fois qu'on a enlevé, on fouille la couche d'après, etc. Et donc en fait, pour arriver à reconstituer l'ensemble de l'épave, on est obligé de faire une archive finalement couche par couche. Et donc cette archive-là, aujourd'hui, on arrive à la faire de façon numérique, à base de photos, et à reconstituer en 3 dimensions à très haute définition le site au fur et à mesure de la fouille. Donc on est allé là-bas puisque dans le cadre de mes activités à Comex, j'avais travaillé sur le développement d'une solution de photogrammétrie sous-marine. Et en fait, on est allé à Gozo pour travailler sur cette épave-là et faire cette numérisation. Donc ça, c'était un moment fort parce qu'effectivement, quand on arrive sur un site comme ça, là en l'occurrence, on avait équipé un sous-marin habité avec tous nos capteurs. C'est des très beaux moments. Je pense qu'un des autres moments forts pour moi, c'est justement ici, en face de Cassis, donc sur Cassis-Daigne, où là, en fait, on descend à 300 mètres de fond et on trouve une richesse incroyable de coraux, du corail blanc, corail noir, même du corail rouge. C'est un peu inespéré. Et ça n'a pas duré longtemps. Et ça, Oui, c'est encore des sites qui sont préservés de par la profondeur. Par le fait aussi que on se trouve dans des canyons très escarpés avec des zones en surplomb, donc, qui aujourd'hui ne sont pas directement impactés, en tout cas pas mécaniquement par des engins de pêche. Mais voilà, c'est des sites qu'il faut conserver à tout prix et qui montrent qu'on a encore un patrimoine naturel qui est extrêmement riche et extrêmement diversifié. Tu as vu en l'espace de 20, 30 ans, 40 ans de plongée, tu as pu voir le climat se dégrader ou la faune Alors on le voit principalement sur les gorgones. Je dirais que c'est peut-être un des plus gros marqueurs visuels en tout cas de l'impact du réchauffement. On a des zones comme derrière l'île de Riou sur les impériaux qui étaient très très riches en gorgones avec une grosse densité. Et maintenant quand on y voit, il y a toujours des gorgones mais on voit que c'est plus éparse. Donc oui, on ne peut pas nier, il y a vraiment un impact. Après, ce qui est rassurant quelque part, c'est qu'on observe aussi avec l'effet de la création du parc national, l'effet réserve, on retrouve des populations de poissons on retrouve des zones qui sont de nouveau de plus en plus riches d'année en année, donc c'est plutôt encourageant. Donc il y a une vraie résilience de la nature et logiquement on devrait arriver à retrouver, peut-être à restaurer ces sites-là. Donc Henri Germain Delloz est parti en 2012. J'imagine que pour toi ça n'a pas été facile parce que tu bossais encore en étroite collaboration avec lui encore à cette période-là, non? Tout à fait, oui. C'est sûr que je dirais que moi j'ai commencé à travailler aux côtés d'Henri Germain Delloz et c'est quelqu'un qui a vraiment marqué ma carrière professionnelle parce que c'était de travailler avec quelqu'un d'aussi passionné, c'est vraiment exceptionnel.
Je pense que cette relation aussi de confiance, toutes ces expériences, c'est des moments aujourd'hui qu'on ne peut pas retrouver dans l'industrie standard. Ça n'existe plus de toute manière, ce genre de société. C'était vraiment toutes ces missions, c'est l'aventure, quoi. Et je dirais qu'on pouvait faire des choses, s'organiser de manière assez particulière, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire dans un cadre purement industriel, quoi. Donc et puis il avait une entière confiance en toi, tu es un peu garant de sa sécurité sur des plongées. Le fait d'être vraiment en symbiose comme ça, de rester pendant je ne sais pas combien de temps sur un bateau, c'est qu'il avait entièrement confiance en toi, et c'est marrant d'avoir symbolisé ça avec cette montre que tu portes aujourd'hui, et pas plus longtemps, mais... C'est sûr que oui, je pense qu'à partir du moment où on fait le choix de partir à l'autre bout du monde avec un groupe de personnes aussi restreint que 2 personnes, il y a forcément un état de confiance, et surtout pour aller faire des plongées comme ça à l'autre bout du monde. Donc, Et du coup, qu'est-ce qui se passe après le départ de Henri Germain Delauze, donc 2012? Du coup, moi, au sein de Comex, j'ai poursuivi mes activités en répartissant principalement mon rôle entre opérationnel et puis dans l'innovation. Et j'ai essayé de réinitier des projets d'innovation avec notamment le développement de ces solutions de photogrammétrie sous-marine, embarquées sur des engins robotisés de type ROV. Et j'ai comme ça créé un département autour de l'innovation et des systèmes de vision sous-marine. Et jusqu'à en prendre la direction à la fois du département opération marine et de ce département d'innovation. D'accord. Jusqu'en 2019. Sous la direction de Michel Fructus. Sous la direction de Michel Fructus, puis de sa fille Alexandra Oppenheim-Delauze. D'accord. Après, moi j'ai encore eu la chance de participer indirectement à la dernière plongée en saturation, pas en tant que plongeur, hein. J'ai pu voir la dernière plongée en saturation à l'hydrogène qui s'est déroulée à Comex. C'était en 2001, si ma mémoire est bonne, puisqu'en fait c'était dans le cadre de la vente qui n'est pas allée d'ailleurs jusqu'au bout, mais de la création d'un nouveau centre hyperbar en Corée du Sud. Et dans ce cadre-là, il y avait la formation des plongeurs à la Comex, dans les caissons du centre d'essai hyperbar. Et c'est la dernière plongée en saturation à l'hydrogène qui a eu lieu. Ça a quand même été l'un des éléments marquants de Comex, qui aujourd'hui, Comex a été le seul organisme à organiser à faire plonger des gens profonds à l'hydrogène. Encore merci Bertrand de nous avoir reçus chez toi et dans ce lieu qui est génial, et de nous avoir parlé de toute l'expérience qui était liée à ta montre. Et c'est vrai qu'on n'a pas tant détaillé que ça, mais la montre accompagnée d'une lettre du Premier ministre à l'époque, Jean-Pierre Raffarin, sur une intervention que vous avez faite à Sharm el-Sheikh, qui était pourquoi déjà? C'était pour le travail sur les récupérations de boîtes noires et des débris de l'avion de la Flash Airlines qui s'était crashé en 2004. Cette montre, elle est chargée en souvenirs et en documents, et ça fait vraiment un set complet. Et merci d'avoir confié tout ça d'ailleurs. Merci à vous.